Chers amis, bonjour. D'abord, regardez-moi l'installation de nomade dans laquelle je suis obligé de travailler. C'est insupportable. Deux préambules à cette vidéo. La première, c'est « Oh, mais dites donc, mais qu'est-ce que vous faites là, vous ? Oh, mais par hasard, ça serait pas votre anniversaire ? Vous n'auriez pas 400 ans ? Bon anniversaire, mon JB !» C'est l'objet de la chronique d'aujourd'hui. Deuxième préambule, il y a au moins 50% des gens qui regardent cette vidéo qui ne sont pas abonnés. Ce qui est mal. Pourtant, c'est facile. Vous cliquez, c'est en dessous de l'écran. Vous appuyez sur abonner. Ça ne coûte rien. Ça fait même pas mal. Ça fait du bien à la chaîne. Un petit pouce en l'air, histoire de valoriser le produit. Et ce serait formidable. Le 15 janvier 1622 naît Jean Poquelin, fils de Jean Poquelin, atelier tapissier, pas encore tapissier ordinaire de la maison du roi, ça arrivera plus tard, et de Marie Cressé. Jean Junior ne sera renommé, si je puis dire, Jean-Baptiste, qu'en 1624, à la naissance de son petit frère, lui aussi prénommé Jean. Oui, l'originalité primait dans le choix des prénoms des mômes à l'époque. De toute façon, peu importe, puisqu'à l'âge adulte, il se rebaptisera lui-même Molière. Son enfance est surtout marquée par la disparition de sa maman alors qu'il a 10 ans. Toute sa vie, il a pensé que c'était les médecins de l'époque qui avaient tué sa mère, ce qui était vraisemblablement vrai. C'est pourquoi, dans son œuvre, il s'acharnera toute sa vie à discréditer les toubibs et à dénoncer les charlatans. En quelques mots, il crée l'illustre théâtre avec Madeleine Béjart, comédienne incandescente qui était aussi son amoureuse, et les frères Béjart en 1643. C'est avec une gigantesque et très longue tournée de 12 ans qu'il fait ses premières armes d'acteur et se met à l'écriture peu avant le retour à Paris avec L'Étourdi, créé à Lyon en 1655. La suite appartient à l'histoire. La promiscuité avec Louis XIV, grâce à l'entremise de Monsieur Frère du Roi, la gloire, tout ça. L'année marquante de la vie de Molière est 1662. Sans transition, je vous propose un des rares poèmes de Molière qui nous soit parvenu. J'explique après pourquoi je le glisse maintenant. Souffrez qu'amour cette nuit vous réveille. Par mes soupirs, laissez-vous enflammer. Vous dormez trop, adorable merveille, car c'est dormir que de ne point aimer. Ne craignez rien. Dans l'amoureux empire, le mal n'est pas si grand que l'on le fait, et lorsqu'on aime et que le cœur soupire, son propre mal souvent le satisfait. Le mal d'aimer, c'est de vouloir le taire. Pour l'éviter, parlez en ma faveur. Amour le veut, n'en faites point mystère. Mais vous tremblez, et ce Dieu vous fait peur. Peut-on souffrir une plus douce peine? Peut-on subir une plus douce loi? Qu'étant des cœurs la douce souveraine, dessus le vôtre, amour agissant roi. Rendez-vous donc, ô divine amarante, soumettez-vous aux volontés d'amour. Aimez pendant que vous êtes charmante, car le temps presse et n'a point de retour. Une conclusion que n'aurait pas renié Pierre de Ronsard 100 ans plus tôt. Il n'y a aucune date à ce poème, mais, même si les auteurs utilisaient très souvent des pseudos pour évoquer des dames, je trouve troublante la proximité phonétique entre Amarante et Armande, que Jean-Baptiste a épousé le 23 février 1662. Et c'est l'année du scandale autour de la pièce L'école des femmes, l'histoire d'un vieux barbon qui a pour projet d'épouser une toute jeune fille. En gros, l'histoire privée de Molière qui, à 40 ans, se marie avec une femme de 20 ans sa cadette, officiellement la petite sœur de Madeleine Béjart. Et selon d'autres sources, arrivée bien plus tard, début 18e, la fille que Madeleine aurait eue avant de connaître Molière. Pendant l'affaire de l'école des femmes, certains jaloux ignobles, comme Donneau de Visé ou Montfleury, l'accuseront face au roi d'avoir épousé sa propre fille qu'il aurait eue avec Madeleine. Bien entendu, ces propos infamants et ridicules ne trouvèrent aucun écho chez Louis XIV, mais la rumeur persistera longtemps malgré un manque de fondement évident. Le 17 février 1673, la mort de Molière deviendra à son tour une légende. Molière n'est pas mort sur scène. Il n'a même pas manifesté la moindre faiblesse lors de la 4e représentation du Malade imaginaire, qui sera la dernière. Il était fatigué par sa toux, sa fluxion, mais rien de plus inquiétant que d'habitude. Jean-Baptiste Poquelin décédera chez lui, rue Richelieu, vers 10 h du soir.
Et la suite des événements devient homérique. Que faire de la dépouille? On n'allait pas laisser l'auteur le plus populaire de France sans sépulture. Mais au XVIIe siècle, ce sont encore les cathos qui sont en commande. On ne saurait enterrer dans une terre consacrée quelqu'un qui n'a pas renié devant Dieu sa vie de comédien. Parce que comédien, c'est caca, c'est péché, c'est excommunié d'office. Il y en a qui ont l'ami imaginaire exigeant. Le roi Soleil s'en mêle et obtient de l'archevêque de Paris que Molière soit enterré de nuit, en présence de seulement 2 prêtres, à une profondeur de plus de 6 pieds, au cimetière de la chapelle Saint-Joseph, le 21 février. Aujourd'hui, il se repose symboliquement au Père-Lachaise. Durant sa vie, il a été copain ou a pu croiser de grands noms du grand siècle. Blaise Pascal, Antoine Furtière, Gédéon Talleyrand des Réaux, Jean-Baptiste Colbert, Charles de Batz de Castelmore, autrement dit d'Artagnan, et ses super potes Cyrano de Bergerac, Jean Racine, Nicolas Boileau-Despréaux et surtout Jean de La Fontaine. C'est d'ailleurs au fabuleux fabuliste que je laisse les derniers mots avec l'épitaphe qu'il a écrite pour son vieil ami. Sous ce tombeau, gisent Plaute et Terence, et cependant, le seul Molière y gît. Leurs 3 talents ne formaient qu'un esprit dont le bel art réjouissait la France. Ils sont partis, et j'ai peu d'espérance de les revoir, malgré tous nos efforts. Pour un long temps, selon toute apparence, Terence et Plaute et Molière sont morts. Chers amis, je vous dis à bientôt, je vous embrasse. Ciao. C'est beau, non?